Ça enregistre. Et bien, du coup, ça a désactivé les caméras. Vous pouvez les réactiver si vous voulez, notamment du coup ceux qui vont présenter. Yann, Eric et Pierre, vous pouvez réactiver vos caméras. Super. Eric, on te voit bien. Yann aussi. Et Pierre, je pense que ça va se réactiver aussi. Eh bien, super. On va commencer du coup ce webinaire. Merci d'être là. Donc, c'est un webinaire EduRénov qui concerne le Café des projets. L'objectif, c'est de présenter deux projets réalisés et de montrer un retour d'expérience de ce qui s'est passé dans la conception, dans la réalisation. Donc, merci aux deux collectivités de Grabel et de Lomprey qui acceptent de venir présenter leur projet. Je vais faire une première petite présentation du programme EduRénov pour ceux qui connaissent pas encore complètement. Et ensuite, je vous passe très rapidement la main, sachant qu'on va garder du temps aussi à la fin. On essaie de garder un petit quart d'heure de questions-réponses à la fin pour pouvoir poser toutes les questions. Mais si jamais il y a une question qui vous brûle les lèvres pendant la présentation, vous pouvez aussi la poser dans le chat ou alors prendre la parole à la fin pour poser la question directement. Voilà, j'espère que c'est clair et je vais commencer à dérouler. Alors, EduRénov, qu'est-ce que c'est? Donc, EduRénov, en fait, c'est un programme qui a été lancé par la Banque des Territoires et qui concerne l'accompagnement des collectivités pour la rénovation des bâtiments scolaires. Notre objectif, c'est d'apporter des solutions pour les collectivités qui souhaiteraient rénover leur bâtiment scolaire. Pourquoi le bâtiment scolaire? Ça part d'un constat, c'est qu'en fait, il y a 8 écoles sur 10 qui ont besoin d'une rénovation. Donc le parc des écoles est dans un état quand même qui nécessite d'investir de l'argent pour le rénover. Il y a à peu près 50 000 écoles en France, donc ça fait un gros parc bâti. Pour les collectivités, c'est un coût important, je vous apprends rien. Il y a environ 75% du coût d'un bâtiment qui a lieu lors de l'exploitation, principalement les factures d'énergie. Donc en fait, ça vaut le coup d'investir un moment de l'argent pour réduire ce coût de fonctionnement et baisser les factures énergétiques. Et aussi, c'est un public sensible qui est dans les écoles. Par exemple, on estime qu'il y a, si on fait rien dans les écoles, d'ici 2030, il y a 1,3 million d'élèves de maternelle qui seront exposés à des fortes chaleurs. Donc, il y a aussi la baisse des consommations d'énergie et les aspects de confort thermique, de qualité de l'air qui sont importants à prendre en compte. Donc, les écoles, c'est un sujet important. Ce dont on se rend compte, c'est que ça peut représenter un poids financier important d'investir pour une rénovation globale. Voilà, on a un coût moyen d'environ 1100 euros pour une rénovation un peu standard. Ça peut aller au-delà, ça peut être un peu moins. Mais ça demande d'investir beaucoup et il y a des bénéfices à long terme. Et il y a aussi un manque de ressources en général dans les collectivités pour gérer ces projets qui peuvent être complexes. Donc, il y a un besoin d'ingénierie. On a un conseiller en énergie partagée qui pourra nous décrire un peu sa mission. Eric, je ne veux pas spoiler un peu ta présentation, mais enfin, du coup, alors, on a des accompagnateurs qui peuvent être présents, dont EduRénov aussi. Donc, EduRénov a été lancé pour faciliter la rénovation énergétique des bâtiments éducatifs. Nos objectifs, c'est d'accompagner des projets qui visent au moins 40% d'économie d'énergie, donc alignés avec les objectifs du décret tertiaire. Et notre objectif, c'est d'accompagner 10 000 projets. Donc, il y a 50 000 écoles en France. Nous, on voudrait en accompagner une sur cinq. C'est beaucoup. Et voilà, on essaie de donner les moyens pour le faire. Et les moyens qu'on a à disposition, donc c'est de l'argent. Donc, EduRénov peut prêter de l'argent pour faire des prêts, pour lancer des projets. Donc, on a un dispositif qui s'appelle l'EduPrêt, l'Intracting pour pouvoir financer les projets. Il y a 2 milliards d'euros qui sont budgétisés là-dessus. Et avant ça, on a aussi de l'argent à disposition pour financer des études. On peut financer des audits énergétiques, des audits fonctionnels pour essayer de maturer le projet, vous aider à maturer le projet pour pouvoir vous aider à le lancer. Donc ça, c'est les grands briques du programme. Nos quatre objectifs, c'est de simplifier euh, en donnant des ressources, des outils, de mettre en œuvre en finançant des études d'ingénierie, de financer via les dispositifs de prêt, d'intracting, et de valoriser. On fait des fiches de retour d'expérience, on fait des petites vidéos, on va les regarder, on organise des événements, voilà, comme le Café des projets, où on met en valeur des projets, des beaux projets qui ont été réalisés. On a un parcours d'accompagnement voilà, l'idée c'est de pouvoir vous accompagner à tous les stades du projet, que ce soit dans la partie vraiment où vous avez besoin de structurer le projet avec des ressources à disposition.
Donc, c'est des fiches de cas d'école, des vidéos, des guides. On a des guides sur le financement, des guides sur l'ingénierie qui permettent voilà, d'avoir des informations. Sur l'ingénierie, donc on peut financer des études en amont, des études préliminaires pour pouvoir voilà, lancer le projet. C'est un petit coup de pouce pour pouvoir lancer un projet. Et sur le financement, on a plusieurs solutions. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a plusieurs solutions de financement. Et sans plus attendre, on va passer à la partie qui nous concerne aujourd'hui, donc la partie présentation des projets. Donc, on a deux collectivités qui vont présenter leurs projets réalisés. L'objectif, c'est d'un peu de répondre à trois questions. Pourquoi vous avez décidé de mener des travaux? Comment vous avez financé l'opération et comment s'est déroulé le projet avec voilà, tout ce qui se passe bien et tout ce qui se passe mal parfois dans la vie d'un projet. Et sans plus attendre, je vais du coup passer la main à la commune de Grabel, donc Yann Issard, qui est directeur enfance, jeunesse, éducation et adjoint au directeur général des services. Yann, bah, du coup, je te passe la main, mais juste avant, on regarde la petite vidéo de présentation du projet. Hop. Alors, on bascule. Si on veut être exemplaire, c'est-à-dire donner des signaux à toute la population pour pouvoir, disons, dire que la rénovation thermique est possible, qu'elle est faisable, eh bien, il faut commencer par les écoles. Depuis que je suis élu, on s'est beaucoup centré sur la transition écologique et sur la nécessité d'adapter tous les bâtiments à cette transition. Nous avons fait un travail de participation avec les enfants pour essayer de définir qu'est-ce qui n'allait pas dans l'école de ce point de vue. Bon, ce qui apparaissait très très rapidement, c'est que l'école est mal isolée. Et donc notre objectif, ça a été d'obtenir un confort thermique qui puisse permettre à tous de travailler dans de bonnes conditions. Et à ce moment-là, on a fait plusieurs choix qui sont décisifs. Derrière ce bardage en bois, vous avez derrière des caissons de bois contenant de la paille et qui est un isolant naturel tout à fait essentiel. On a fait des systèmes d'aération qui captent l'air frais de la nuit et qui le restituent dans la journée pour faire diminuer la température de chacune des classes. Ce qu'on appelle les tourelles d'aération qui sont tout à fait innovantes. Le troisième choix qu'on a fait, qui est aussi un choix très lourd, toutes les autres cours d'école vont devenir des cours oasis, c'est-à-dire qu'elles sont renaturées. Le quatrième choix qui est aussi très important, c'est que nous avons décidé de couvrir la totalité de l'école de panneaux photovoltaïques. Donc cette école peut produire de l'énergie pendant 300 jours et nous pourrons restituer cette énergie aux autres bâtiments publics autour. On baisse de plus de 60% les besoins d'énergie. On a des consommations après en électricité qui vont être intégralement couvertes par les solutions photovoltaïques qu'on met en place. On respecte le décret tertiaire bien avant la lettre. On est en BPOS rénovation. Le système est le suivant, c'est que si vous voulez profiter du maximum de subventions, vous devez avoir eu le maximum d'ambition. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de faire ça. Donc il faut défendre votre projet. Et le caractère exceptionnel de notre choix était un argument très fort, si vous voulez, dans cette négociation pour les subventions. Nous atteignons un peu plus de 50% de subventions. Donc ça, c'est important, mais il faut sortir les 50% restants. Alors les 50% restants, vous pouvez les sortir que si vous allez auprès des banques et qu'elles vous aident pour le faire. Ce qui a été le cas de la Banque des Territoires, qui nous a beaucoup accompagnés sur ce dossier et qui nous finance pour financer cette activité. La différence entre la Banque des Territoires et les autres banques, la Banque des Territoires, elle a une mission de service public. Et la Banque des Territoires nous a accompagnés pour nous dire ça peut être très utile, d'où notre discussion là, de montrer ce que vous faites pour convaincre les autres acteurs publics que c'est possible. La Banque des Territoires anticipe cette vision qu'on est plusieurs à porter d'un fonds national de rénovation des écoles et des bâtiments scolaires. Il faut donc que toutes les écoles puissent être rénovées. C'est ça ce message que nous portons en faisant cette rénovation ici. Pour montrer d'abord qu'on peut la faire dans le dispositif actuel qui nous est proposé, mais que cela appelle plus de coordination, plus de soutien, plus de coopération entre les acteurs. Voilà, on a un petit aperçu de ce projet, mais on va rentrer plus dans le détail maintenant avec Yann Issard qui va nous raconter bah, du coup, comment s'est passé ce projet et puis
Voilà un petit peu comment s'est passé ce projet. Yann, à toi. À moi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Yanissar. Je vous parle de Grabel, donc commune de 9000 habitants dans l'Hérault. On fait partie de la métropole de Montpellier. Peut-être Maxime, si tu peux avancer la présentation. Donc dans la vidéo que vous avez vue, hein, effectivement, vous avez bien compris que on parle d'une rénovation globale du bâtiment et des espaces extérieurs, hein, une opération assez lourde. On verra à la fin les chiffres et le coût et les subventions, mais une opération vraiment globale de rénovation d'une école qui date donc de la fin des années 80. On peut avancer, Maxime, s'il te plaît. Voilà, fin des années 80, construction de cette école. C'est un gros établissement, hein, qui accueille près de 400 élèves, 16 classes, du périscolaire, un centre de loisirs donc, pendant toutes les vacances, y compris l'été. Un établissement occupé 365 jours sur 365, qui a fait l'objet d'extensions en 2000 puis en 2012. Donc voilà, pour arriver à un bâtiment assez conséquent avec des cours d'école. On va voir quelques photos, on peut avancer un petit peu. Très minéralisé, comme dans la plupart des écoles de France. Donc je ne vais pas trop m'attarder. La difficulté de ce bâtiment, sans doute comme beaucoup d'écoles chez vous, c'est des bâtiments très découpés, souvent multi-orientés, très énergivores. Donc, je l'ai dit, des cours minérales très arides, sonores. Donc, ça, c'est un vrai problème aussi, l'acoustique, on y reviendra. Et des surfaces vitrées, voilà, très importantes. La genèse du projet, donc une démarche collaborative, ça, c'est un point sur lequel j'ai envie d'insister. Si parmi vous, vous en êtes à la réflexion initiale, hein, comment entamer une démarche. On a été accompagné par l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, Montpellier Méditerranée Métropole, qui a un soutien et qui apporte une expertise, conseil pour les collectivités. Et on avait fait en 2019 donc des ateliers, des brainstorming qui réunissaient toute la communauté éducative, à la fois les enseignants, les parents d'élèves, tous les agents municipaux impliqués dans l'école, les élus évidemment, et puis les enfants. J'y reviendrai après. De ces ateliers ont émergé, juste reviens s'il te plaît un peu en arrière, 4 thématiques fortes qui ont défini le programme de l'opération. Le premier, c'est le confort thermique d'été et d'hiver. C'était vraiment le souci majeur de l'établissement. Le confort acoustique aussi, hein, beaucoup de plaintes pour les usagers de la mauvaise qualité acoustique. La végétalisation des cours d'école est vraiment un souhait de transformation des espaces extérieurs. Ça nous a un peu étonnés. C'était un sujet, à l'époque, on en parlait moins quand même, il y a 5-6 ans. Et c'est apparu quand même assez fort dans les ateliers. Et puis, la volonté de faire quelque chose d'ambitieux en termes écologiques. Voilà. Alors, la participation des élèves. On a demandé en phase programme, donc notre programmiste nous a proposé d'aller un peu plus loin dans l'implication des élèves et on a mené, grâce à elle et grâce à des animateurs périscolaires qui avaient un peu un don pour le design, pour le dessin, on a travaillé avec eux sur leurs cours rêvés. Donc là, je vous ai montré des petites planches d'illustration. Au terme de cet atelier, un jury s'est réuni, composé d'élèves, d'élus et d'agents, pour piocher les meilleures idées, les plus réalistes aussi, hein, parce que je vous passe les détails, mais voilà, il y avait quand même beaucoup de choses, parfois un peu infaisables, mais on a pioché donc les meilleures idées avec un jury et avec obligation pour le maître d'œuvre de les intégrer dans le cahier des charges. Voilà. On peut avancer, Maxime. Voilà, donc on arrive à un programme ambitieux, évidemment pour se conformer au décret tertiaire, donc avec une réduction attendue de 60% des consommations d'énergie, ça a été dit dans le film, d'utiliser des énergies renouvelables et des matériaux biosourcés, de trouver des solutions éco-responsables pour rafraîchir le bâtiment, donc de végétaliser, désimperméabiliser toutes les cours de l'école, réintroduire de la biodiversité, créer des sols, ça aussi je m'y attarderai un tout petit peu après, et puis profiter de l'opération pour faire des améliorations fonctionnelles aussi, puisqu'on a vu à l'usage qu'il fallait quand même reprendre des choses, notamment dans la zone périscolaire. Donc le projet a été labellisé Bâtiment durable Occitanie, niveau or en phase conception, et fin janvier, on passe en nouvelle commission pour pour analyser la phase travaux. C'est le plus haut niveau or. Il y a pas au-dessus. C'est le plus haut niveau, oui, oui, oui. En fait, le projet a Félicitations. été vraiment très, très apprécié par le jury, oui.
Alors, ce qui a contribué à ce qu'on soit au niveau or, c'est qu'on a quand même mis des solutions innovantes dans l'opération, notamment une isolation thermique extérieure avec de la paille dans des caissons préfabriqués, des caissons de bois et donc des bottes de paille comprimées de 22 centimètres, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas précisé, hein, je ne suis pas DST, je ne suis pas technicien. Moi, je suis plus sur la maîtrise d'usage. S'il y a des questions très techniques, si je ne peux pas répondre, je prendrai des notes et puis je transmettrai à Maxime, évidemment, des compléments. Donc, c'est le premier bâtiment public réhabilité avec cette technique en Occitanie. Et je crois qu'il y a 3 projets en France d'ERP réhabilités avec cette technique. Je parle de réhabilitation, hein, pas de construction. Donc, on est vraiment au tout début de cette démarche. C'est vraiment une innovation majeure du projet. Voilà. Donc là, je vous ai mis juste une illustration. Donc, c'est une entreprise qui est dans l'Hérault, hein, à Mudaison, à une quarantaine de kilomètres de chez nous. La paille vient de l'Isère, le bois du Massif central, voilà, et donc c'est une technique de préfabrication, vous voyez ici, préfabrication des caissons et des panneaux qui sont ensuite livrés sur chantier. Et je crois qu'on le voit dans une diapo suivante, on peut avancer. Ensuite, les panneaux sont plaqués sur la façade, voilà, donc, et vous avez une photo d'illustration du rendu une fois que tout est posé, recouvert d'un bardage bois. Voilà, on peut avancer. Donc, on a changé toutes les anciennes menuiseries par des menuiseries de bois alu avec un vitrage très performant qui permet donc de filtrer jusqu'à 70% de la chaleur. Donc, c'est vraiment du haut de gamme parce qu'on s'est rendu compte que ça le nécessitait vraiment. Et ça a un intérêt très fort sur l'acoustique aussi, puisqu'on se rend compte maintenant que l'école a rouvert. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais on a inauguré donc, le 23 novembre, donc c'est tout frais, il y a 3 semaines. L'opération s'est étalée sur 16 mois et donc les enseignants à l'usage se rendent compte vraiment de la qualité acoustique permettant donc à la fois de faire cours à l'intérieur, mais tout en ayant les récréations et les activités dehors, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a vraiment fait une avancée là-dessus. On peut avancer pour ne pas perdre trop de temps. Une deuxième innovation également, c'est tout ce qui est installation pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc, on a opté pour des tourelles de ventilation hybride. Alors, ça s'appelle en bon français, des wind catchers, des tourelles de vent. C'est une boîte anglaise qui fait ça. Il y a relativement peu d'exemples aussi d'écoles réhabilitées ayant fait ce choix-là. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. L'idée, donc, c'est de bénéficier donc, de l'air extérieur lorsqu'il y a du vent pour renouveler l'air intérieur. Et s'il n'y a pas suffisamment d'air, il y a aussi une solution mécanique pour forcer en fait le renouvellement d'air intérieur. On a aussi couplé avec des brasseurs d'air intérieur pour le confort des usagers. On ne les voit pas très bien là sur la photo en haut à droite, mais ils sont équipés, enfin toutes les salles sont équipées et ça permet là aussi vraiment une baisse de la température ressentie de 3-4 degrés. C'est vraiment très appréciable. Et là, vous avez une photo en bas à droite de ce que ça représente en toiture, ces fameuses tourelles de vent. Donc, c'est des petits modules comme ça pour chaque pièce, des petits champignons comme ça qui ont poussé sur les toits. Voilà, on peut avancer. Alors, c'est une petite digression, mais c'est importante. C'est important. On a vraiment voulu accentuer aussi la qualité et le confort pour les élèves dans les toilettes, parce que tous ceux qui travaillent dans des écoles, enseignants ou mairies ou collectivités, savent que c'est souvent un point noir dans les conseils d'école, dans les échanges avec les parents, avec les élèves. On a voulu faire quelque chose de qualité. Donc là, vous avez une photo d'un nouveau bloc sanitaire on a fait le choix d'un bloc mixte filles-garçons, parce que des études montrent que lorsque c'est mixte, ben, c'est un peu plus apaisé et un peu mieux entretenu, en tout cas moins dégradé. Donc lumineux, traversant, des beaux matériaux, de la belle faïence. On peut avancer, Maxime. La suivante, on voit en fait voilà, des vraies cabines. On a fait aussi le choix de cabines entièrement fermées pour l'intimité des élèves. Voilà, je ne m'attarde pas beaucoup plus dessus, mais je voulais en parler. Le plan de financement. Alors, c'est une opération qui nous a coûté 4 600 000 euros hors taxe. Ça, c'est le coût total de l'opération, y compris les études et la maîtrise d'œuvre.
Sur le plan de financement, donc on a obtenu, comme le disait notre maire dans la vidéo que vous avez vue, quasiment la moitié de subventions, donc 48% exactement, 2 200 000 euros de subventions qui se découpent comme suit. Donc un tout petit peu de financement dans le cadre du fonds Chêne acté, non, Sequoia, pardon, 11 300 euros. Pour les espaces extérieurs, donc les fameuses cours oasis, on a eu plutôt des bons financements en proportion puisque l'Agence de l'eau nous a quand même suivis sur 321 000 euros, un fonds vert sur la désimperméabilisation et renaturation des espaces extérieurs pour 145 000 euros, la métropole de Montpellier 226 000 euros, puisqu'on a repris en fait tout le parvis, toute la zone d'entrée et une partie d'espace public qui a été reprise dans le cadre de l'opération, et la région Occitanie 80 000 euros dans le cadre d'un appel à projet sur la désimperméabilisation. Sur la rénovation du bâti en lui-même, donc un deuxième fonds vert qu'on a mobilisé, donc assez important, 634 000 euros. Voilà. Les fonds européens, 600 000 euros. La caisse d'allocation familiale, puisque je vous l'ai dit, on abrite le périscolaire et le centre de loisirs, donc à hauteur de 100 000 euros pour les réaménagements fonctionnels. Le conseil départemental de l'Hérault, 70 000 et environ 25 000 euros qu'on a pu valoriser en certificat d'économie d'énergie. Et évidemment, la Banque des Territoires qui nous a octroyé un prêt conséquent de 2 400 000 euros pour boucler notre budget. Comme je vous l'ai dit rapidement, l'opération, alors peut-être pour répondre à une des questions centrales, peut-être comment se sont passés les travaux avec des difficultés qu'on a rencontrées, hein, qui sont inhérentes à tout chantier. Je pense que vous connaissez ça aussi bien que moi. On a dû faire face déjà à une grande complexité, c'est que l'école, vous l'avez vu, c'est 400 élèves, 16 classes. On a externalisé 10 classes pendant toute une année scolaire, pendant même 16 mois quasiment. Donc on a la chance d'avoir d'autres locaux municipaux. On n'a pas dû louer des Algeco et installer des Algeco à gauche à droite. On a pu trouver des solutions de repli, soit sur d'autres écoles, soit des locaux municipaux qui était confié à des associations. Donc, on a fait une sorte d'opération tiroir pendant toute une année. On a sorti donc 10 classes, 6, les 6 restantes étaient donc en site occupé dans une zone isolée du chantier. Ça, c'est vrai que ça a été une complexité importante, hein, mais on a trouvé que c'était la meilleure façon et la moins onéreuse aussi pour les finances de la commune. En revanche, ça suppose qu'il y ait une vraie complémentarité, une vraie préparation avec les enseignants, avec le personnel périscolaire, pour nous qui ont dû assurer en fait les allers-retours plusieurs fois par jour jusqu'à la cantine, qui fonctionnait par contre tout le long du chantier dans l'école en chantier. Donc on avait des sortes de pédibus qui irriguaient toute la commune et qui chaque matin, chaque midi, chaque 14 heures, chaque 16h45 transitaient comme ça pour aller de la cantine aux salles extérieures. Donc voilà, c'était un défi, mais on a réussi et tout le monde a joué le jeu. Et ça nous a permis voilà, de minimiser le coût tout en réduisant la durée du chantier, qui était quand même pas neutre, hein. 16 mois, c'est quand même beaucoup. Et une deuxième difficulté à laquelle on a dû faire face, c'est l'entreprise qui avait le macro-lot ITE, donc isolation thermique paille, qui a coulé au bout de 4 mois, liquidation judiciaire. Donc, on a pris 4 mois de retard pour relancer une consultation, réattribuer le marché. L'entreprise qu'on a choisie, donc de l'Hérault, dont je vous parlais tout à l'heure, a pu rattraper une partie de retard, c'est-à-dire qu'on a pu ouvrir intégralement l'école aux vacances de la Toussaint dernière, là, le mois dernier, au lieu de septembre 2024, comme c'était prévu initialement. Voilà. L'aspect participatif, j'en ai parlé. Je pense que c'est vraiment un point essentiel pour définir un programme et que l'opération corresponde vraiment aux attentes de tout le monde et que ce ne soit pas uniquement donc une volonté d'élu ou une volonté de la collectivité. Voilà, j'ai peur d'être trop long. Je ne sais pas, Maxime, est-ce Non, que... c'était très bien. Et puis, je pense qu'on pourrait en passer beaucoup plus de temps sur ce Oui, projet, mais honnêtement,
merci pour la présentation. Bravo pour ce projet qui a vraiment plein d'avantages. Paille, préfabrication, intégration de la maîtrise d'usage, participatif, BDO or, donc ça c'est quand même très, très engagé. On a fait nous une petite fiche de synthèse de ce projet-là, alors qui est vraiment du coup beaucoup plus partielle que la présentation, mais qui synthétise un peu tout sur une fiche. On n'est pas à jour sur le plan de financement parce que vous avez eu plus de financement que ce que vous aviez envisagé au départ. Donc, c'est aussi la partie financière, ça évolue en fonction. Est-ce que du coup, vous touchez ou pas une subvention? Donc, super, tant mieux pour vous. Et on enverra cette fiche-là à la fin. On envoie aussi la présentation et puis le lien d'enregistrement du webinaire à tout le monde pour répondre à une question. Il y avait peut-être déjà une réaction. Sacré avantage de ne pas avoir à louer de classe mobile car cela augmente grandement le coût de l'opération. Euh, Effectivement. Bah, du coup, c'est vrai que l'animation des écoles, c'est souvent en site occupé. Du coup, la partie location d'Algeco, etc., c'est une vraie problématique. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que du coup, le fait de faire de la préfabrication permettait aussi d'avoir peut-être un temps d'intervention plus court que si tout était fait sur site? Oui, en fait, ça a deux avantages. Effectivement, de réduire le temps de fabrication sur site, mais surtout des questions de sécurité, puisqu'en fait, la paille était invisible sur le chantier. Risque d'incendie assez important. Donc, le choix a été fait de toute manière que la paille ne soit ni stockée ni visible sur le chantier pour éviter tout risque. Donc finalement, c'est un peu paradoxal, mais la paille, elle est partout dans l'école, mais on ne l'a quasiment pas vue sur les 16 mois. Voilà. Mais c'était un choix aussi de sécurité. Ok, super. Je vous propose de garder les questions peut-être à la fin, comme ça on passe directement à la deuxième présentation et puis on prendra le temps à la fin de prendre les questions pour voilà, pour répondre à tout ça. Merci beaucoup Yann et on va passer du coup maintenant, on était en Occitanie et là on va plutôt dans le nord de la France complètement avec la présentation de la rénovation de la commune de Lompré avec Pierre Spilière, premier adjoint de Lompré, et Éric Druot, qui est conseiller en énergie partagée à la métropole de Lille. Donc pareil, je vous propose, avant de vous laisser la main pour présenter le projet, de montrer un peu la petite vidéo de présentation pour entrer en matière. Et on va lancer ça. Et l'école, c'est le pilier d'un village. Et ici, on est dans un village. Donc oui, de porter ce beau projet et d'en faire aussi un projet totem, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on fait ici dans notre école et qu'il soit aussi un exemple sur le territoire. En 2018, on a fait un grand diagnostic énergétique de l'ensemble de nos bâtiments municipaux et donc il s'est avéré que bien entendu l'école était le bâtiment le plus consommateur en énergie. C'était le bâtiment sur lequel il fallait porter nos priorités en termes d'investissement en matière de rénovation énergétique. Il a fallu bien entendu embarquer tout le monde, l'équipe enseignante, les familles, j'ai envie de dire les habitants aussi pour qu'ils comprennent les enjeux de ce projet. Il fallait qu'ils soient acceptés. Il fallait qu'ils soient partagés et il nous semblait essentiel de pouvoir travailler avec tous les usagers parce que c'est pour eux qu'on fait cette école, qu'on fait cette rénovation. Côté financement, une mairie comme Lompré seule ne peut pas porter tout le projet. On avait déjà commencé à mettre un petit peu de côté parce qu'on savait qu'on avait l'ambition de porter ce projet et qu'il allait coûter un petit peu cher. Le programme avec du Rénov' de la Banque des Territoires a été indispensable pour nous permettre de boucler le projet. On a pu obtenir 1,4 million d'emprunts de la Banque des Territoires. Sans ça, clairement, on ne portait pas le projet. Si je devais reprendre les actions les plus fortes et plus symboliques dans le cadre de ces travaux de rénovation, c'est bien entendu la rénovation énergétique. C'était le premier objectif, donc l'isolation complète du bâtiment avec une VMC double fût, qui va nous permettre de réduire nos consommations de 70%, qui est énorme, qui va impacter nos consommations, nos factures énergétiques. C'est aussi, vous le voyez ici, dans l'environnement où on est, c'est une refonte totale de la cour d'école. On a une végétalisation de la cour d'école, un beau travail qui a été fait aussi en partenariat avec les enfants. Rénovation énergétique veut dire repenser entièrement la stratégie énergétique du bâtiment. Pour ce faire, on a repensé la manière d'isoler le bâtiment. Donc, pour isoler le bâtiment, on a changé le type d'isolation des combles, on a isolé les façades. Sur ce projet, c'est un peu particulier parce que d'un côté, on a isolé par l'intérieur et de l'autre côté, on a isolé par l'extérieur. Ça fait partie de la stratégie globale. Et on a remplacé entièrement châssis menuisés
donc des parties vitrées du bâtiment. On a aussi une partie technique qui va participer à la rénovation énergétique, la mise en place d'une ventilation double flux qui va venir renouveler l'air entièrement du bâtiment au fur et à mesure de la journée. Donc c'est un système intelligent, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs qui permettent de renouveler l'air quand c'est nécessaire. On sait que c'est la priorité pour, dans toutes nos communes, de pouvoir rénover nos écoles au niveau énergétique. Et pourtant, c'est le lieu le plus symbolique, le plus fort, dans lesquels on peut partager justement tous ces enjeux liés à la transition énergétique. Donc oui, le projet du Rénov', il est indispensable et j'invite vraiment les maires à s'emparer de ces financements qui sont indispensables. Voilà, donc un beau projet aussi. Tac. Peut-être passer sur la première diapo. Oui, bon, Oui. je sais pas si on m'entend là. Si, bien. Oui. Pierre, on vous entend très bien. Bon, très bien. Donc, Pierre Spillard, je suis adjoint au maire de Longpré. Ça passe. Ben voilà. Donc, nous, c'est une école de 8 classes, 160 élèves. On est un petit village dans les Hauts-de-France de 2242 habitants, donc c'est un petit peu moins que vous dans le 34. On fait partie des 95 communes de la métropole européenne de Lille. Et on a choisi de rénover cette école pour des raisons en premier de thermique. Et on a fait le choix de garder la coque, d'enlever deux extensions et de refaire l'isolation complètement la ventilation des locaux qui étaient à l'origine par des trous dans les façades, hein, donc, enfin des petites fenêtres. On venait de loin. Pour le chantier, on a choisi de délocaliser dans des locaux associatifs qu'on a juste à côté. Par contre, on a rajouté 2 classes pas Algeco, porte à cabine, 2 classes complètes de maternelle et un dortoir. Comme ça, on a délocalisé complètement. On a pu faire un désamiantage complet de l'école. Donc ça, c'était la première partie. Et après, détruire les 2 extensions. Il y avait un dortoir en extension et puis des sanitaires et le bureau de la directrice. Donc tout ça, c'était tombé. Et on peut peut-être passer sur la Du coup, deuxième. peut-être Ouais, la deuxième. juste préciser dessus, Ouais. c'est vrai que nous, moi, en accompagnant de la commune de Longpré, donc en tant que qualité de conseiller en énergie partagée, sur les communes du territoire de la Melle et un peu partout en France, des communes de moins de 15 000 habitants sur notre territoire peuvent être accompagnées par un conseiller énergie, donc au sein de la métropole européenne de Lille, où nous, on va suivre les fluides et les consommations. Et là, sur ce bâtiment, où on a pu faire le point avec les élus et les techniciens de la commune, c'est vraiment de visualiser que c'était le point le plus consommateur, un tiers des consommations du bâtiment, de la commune, pardon, qui était sur ce site-là, avec un site vraiment très très peu végétalisé et une nécessité, comme l'a dit Madame le maire, d'avoir un gain énergétique important, entre 60 et 70% d'économie d'énergie, par des études menées en amont. Une étude qui est assez importante aussi à mener en amont, ça va être une simulation thermique dynamique. Vous avez parlé sur le projet précédent du confort d'été, et pour l'avenir, ça va être de plus en plus important. Et cette simulation thermique dynamique, un petit plus par rapport à l'audit énergétique, va apporter des notions de confort et d'inconfort par zone dans le bâtiment en fonction des futures températures estivales qu'on va pouvoir estimer. Donc, suite à ces différentes études menées en amont, on a pu adopter les travaux et les préconisations à mettre en œuvre sur ce bâtiment, quoi. Et là, effectivement, il y a eu une mise en phase. Vas-y, Maxime, tu peux passer sur la suivante. De mise en accord, de co-conception et de concertation des parents et des élèves. Je pense que Pierre, si tu as participé ou si tu as eu plus de retours que moi là-dessus, tu peux peut-être les citer un petit peu. Donc on a fait une commission extra-municipale, donc des élus et puis des parents et autres.
pour faire la conception. Les enfants ont fait des ateliers participatifs. Et là, on était accompagné de l'architecte et de du cabinet qui fait l'aménagement de la cour. Pardon, Ouais. excusez-moi. Et le paysagiste peut-être alors Ouais, le paysagiste, ouais, voilà, ok, je cherchais le mot. ok. C'est un vrai Parce sujet, qu'on l'aménagement des cours d'école. Comment est-ce qu'on les aménage? Parce que c'est vrai que souvent on voit que c'est très bitumé et c'est aussi pas très inclusif. Il y a les garçons qui jouent au foot au milieu et les filles qui sont sur le pourtour. Donc du coup de faire un projet de cours végétalisé, c'est aussi un projet un peu où il faut intégrer les élèves. Donc c'est une vraie démarche, quoi, j'ai l'impression. Et donc, ça a résulté sur plutôt un jardin qu'une cour, hein, donc avec une partie couverte sur tout le long de l'école qui permet de faire de l'ombre sur les locaux, un préau circulaire et un ensemble de trois cours. Une cour d'activité, une cour calme, contemplative dans la végétation. Et et vraiment un confort thermique beaucoup plus amélioré, quoi. Il y a eu aussi un enjeu important, on le voit sur le plan à droite, on a toutes des parcelles où il y a un voisinage assez proche. Vous avez parlé tout à l'heure des nuisances acoustiques, donc avec une partie un petit peu forêt, non seulement pour protéger de l'aspect visuel, mais aussi auditif, essayer de diminuer ces nuisances par rapport au voisinage et différents espaces de potager verger, de sous-bois à l'entrée, de forêt un peu plus imposante sur l'arrière. Et toute cette végétalisation va contribuer aussi au confort d'été, à limiter, même si on est dans le nord, on a un peu moins de soleil qu'à Gravels, mais on a quand même, on peut avoir ces situations d'inconfort qui arrivent de temps à autre. Et du coup, il a été vraiment mis un accent très très fort là-dessus pour avoir des élèves qui puissent étudier dans les meilleures conditions, quoi. Tu peux éventuellement passer à la Ouais, très suivante. bien. Sur le financement, on va retrouver des choses un petit peu identiques, hein. On est sur un financement un petit peu moins important, une école moins importante. Il y a eu une création de classe aussi liée à la rénovation de cette école. Au niveau de la métropole de Lille, un petit peu comme sur l'autre projet, on retrouve des financements liés au fonds de concours métropolitain européen de Lille. Si on rénove d'une façon performante en respectant un niveau de performance BBC, bâtiment, basse consommation. Et après, on a des financeurs assez classiques qui vont être le département, l'État, la DETR, DSIL. Et on a un prêt EduRénov de la Banque des Territoires qui s'élève à 1 400 000 euros. Et en gros, ça va être la moitié de fonds propres et la moitié qui vient de financement obtenu, quoi. Sur les visuels qui peuvent être un petit peu plus sympathiques à regarder, cette école, elle a bénéficié aussi d'un concours. Alors, sur la photo de gauche, déjà au début, ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est que le poteau derrière les radiateurs, c'est la partie école. Il était dit dans la vidéo il y a un côté qui était isolé par l'extérieur et un côté isolé par l'intérieur. Là, c'était l'ancien mur porteur donc, qui a été découpé. Et comme ça, on a pu déporter. On voit un petit peu de brique aussi qui réapparaît juste derrière le poteau. Ça a pu permettre de ne pas limiter l'espace des classes existantes dans les espaces intérieurs et d'avoir un très grand confort visuel avec une belle entrée de lumière. On voit ces grandes baies vitrées avec la petite casquette solaire sur la partie en haut qui entoure tout le bâtiment, qui a été bien dimensionné pour laisser pénétrer le soleil d'hiver et protéger du soleil estival, quoi. Donc sur ce concours, il y a eu c'était l'école le groupe scolaire Pasteur, qui a été renommé école Simone Veil, c'est des noms qui ont été proposés par les différents habitants de la commune de Longpré. Il y a eu un vote, ainsi de suite. C'est ça. Elle vient d'être inaugurée aussi récemment en septembre, donc on n'a pas trop de retours. Pour l'instant, on a surtout les retours du chantier, les retours des utilisateurs. Donc là, on voit un peu la cour d'école. Il faut qu'elle prenne un petit peu forme en termes de végétation et effectivement que ça permette d'avoir des espaces encore plus sympathiques et qui ressemblent plus à ce qui avait été imaginé. Mais
les premiers retours, peut-être que tu peux nous faire un point, Pierre, sur les premiers retours ou les difficultés lors du chantier ou des réglages des systèmes de chaudière ou de ventilation. C'est vrai que c'est les premiers retours qu'on a eus sur les premières visites. Ouais. Ouais, donc les difficultés, on a eu comme l'autre site, hein, mais nous on a eu 3 entreprises défaillantes. Il a fallu relancer 3 lots, dont les cloisons et plâtreries et plafonds. Donc là, ça a été compliqué, ça nous a fait pas mal de retard. Donc ça, c'était la grosse difficulté. La grosse difficulté. On a aussi rencontré des problèmes de structure et de matériaux qu'on n'a pas pu réutiliser, malgré les sondages. Hein, bon, enfin, ça a été fait. On avait une très bonne cohésion avec l'architecte et puis le bureau d'études. On a pu rectifier. Puis des bonnes entreprises. Sur la partie chauffage-ventilation, on a récupéré la chaudière existante. Donc là, on est resté avec une production chaude de gaz qu'on a conservé. On a réutilisé les radiateurs. Ils ont été repeints en rouge, là on voit sur la photo. Sauf que d'en avoir, je crois qu'on a divisé par au moins 2 la quantité. Et la ventilation, on est en double flux, donc centralisé, contrairement à l'autre site. C'est une production pour toute l'école. Maintenant, on a une seule utilisation et une salle de motricité et un dortoir qui, eux, sont contrôlés par des sondes de CO2. Donc là, au niveau de la mise en œuvre du déréglage, ça n'a pas été tout à fait simple. Et ça, c'est vraiment très important, c'est de bien faire la liaison avec notre mainteneur et l'entreprise qui a fait les travaux pour garantir, bien sûr, les économies euh, envisagées. Donc ça a été fait. Et c'est pas facile, mais on veille au grain pour limiter les consommations. Et pareil, dans les années à venir, bah moi, dans le cadre de mon métier, ça va être de veiller aussi aux consommations et d'espérer atteindre l'objectif qui a été mis sur le papier par les études thermiques et voir si on a bien ces 60 à 70% d'économie d'énergie par rapport à l'état initial qui permettront bien entendu de contribuer au décret tertiaire et d'atténuer les factures énergétiques de la commune. On voit aussi, alors c'est pas le même type de prix, mais vous parlez de conseil en architecture et en urbanisme dans les questions aussi. Le prix ici, je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit mot, Pierre, qui a été décerné aussi sur l'école. Donc c'est un prix qui est organisé par le moniteur et c'est pour une première œuvre qui récompense l'architecte et puis la mairie. Hein, donc c'est un prix commun. C'est l'équerre d'argent alors, hein, C'est ça, l'équerre d'argent. c'est une belle renommée ce prix. Donc c'est vrai que d'un point de vue architectural, on voit le préau qui donne quand même une identité au bâtiment. Et quand on voyait la première image que vous avez montrée tout à l'heure, on reconnaît pas, honnêtement, moi je reconnais pas du tout le bâtiment. Il y a quand même quelque chose qui a été fait par l'architecte pour donner en plus de la partie énergétique, enfin donner une identité au bâtiment et une fonctionnalité intéressante. Donc félicitations. Belle récompense, tant pour l'architecte que pour la collectivité. Super. Niveau durée de chantier, c'est un petit peu plus long. Donc nous, c'était bien 2 bonnes années, quoi. 2 années de chantier aussi, du coup 2 en années de partie chantier. en site occupé, donc ce qui explique Non, aussi du coup des là, on a délocalisé non, complètement délocalisé complètement, mais 2 ans de chantier quand même. Ouais, 2 ans de donc chantier. ouais. On avait la cour commune. Donc on a pu. Il y a un moment, les élèves étaient dans le chantier presque fini, bien sûr, en sécurité. Donc, ils ont pu s'approprier déjà un petit peu l'école. Et on a fait la rentrée des classes ici en septembre. Donc le samedi, il y avait encore ils étaient encore en train de faire l'abri vélo. Et le lundi, on commençait. Donc on était toujours
au taquet là-dessus, mais ça s'est très très bien passé. Il y a un très très bon accueil des enfants, très heureux, du corps enseignant et puis des ATSEM. Ça s'est bien passé. Ah bon, bien sûr, avec une période de rodage et des petites corrections, mais rien de grave. Et ça, c'est plutôt, c'est plutôt agréable après un projet, une construction comme ça longue. Eh ben, merci beaucoup pour vos présentations, Pierre, Eric. Du coup, moi, je note du coup, l'accompagnement du CEP qui a été pertinent sur le projet-là, aussi sur le projet de Grabel avec la LEC de Montpellier. Donc, c'est vrai que d'avoir des accompagnateurs locaux, en plus d'un accompagnement et du Rénov qui est pertinent aussi, du coup, c'est très important. Donc, merci aux accompagnateurs locaux. Il y avait une question aussi dans le chat, du coup, sur l'intervention des CAE sur ces différents projets. Est-ce que, du coup, vous avez sollicité le CAE pour vous aider dans votre réflexion au début du projet? Alors moi, désolé, je ne sais pas ce que c'est le CAUE. Alors, Ouais, CAE, c'est donc, le c'est Conseil pareil. d'architecture. Du coup, la réponse est donc non, mais le Conseil Ouais. d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, c'est des associations locales, départementales, qui font du conseil aussi sur la partie du coup architecturale, aide à la structuration des projets, un peu moins les aspects énergétiques par rapport aux conseillers en énergie partagée. Donc, du coup, enfin, vous avez trouvé d'autres moyens, d'autres conseillers locaux pour vous aider, pas forcément les CAE, mais on a beaucoup de projets, nous, dans le programme EduRénov, qui font appel aux CAE, donc ça dépend aussi un peu des territoires, des régions. Euh, très bien. D'accord. Il y a d'autres questions aussi. Bonjour, parmi les participants, y a-t-il des départements ou régions? Alors, c'est une question pour les participants, donc bonne question. J'ai une question dans le chat, je vais peut-être poser une question pour qu'on se... euh, ah non, je ne pense pas que je puisse le faire. Non. Pas grave. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui sont d'une région ou des départements, ou alors c'est plutôt des collectivités qui sont présentes? Je pense qu'on a plutôt des collectivités présentes, honnêtement, un peu moins de départements et de régions aujourd'hui, mais si jamais il y en a, n'hésitez pas à lever la main pour vous reconnaître. Est-ce qu'il y a d'autres, il y a une réaction aussi sur les CIE, donc c'est aussi les CIE qui portent les cours Oasis à Paris et qui accompagnent des projets en démarche participative ou alors en réflexion sur les cours d'école. Euh, notre réaction pour le projet de rénovation énergétique des trois écoles de Tuméry, le CE est partie prenante avec une paysagiste pour la création d'îlots de fraîcheur. Les ateliers vont démarrer début 2025. Très bien. Sur ce point, en fait, nous, on avait donc dans la maîtrise d'œuvre une paysagiste qui nous a accompagnés pour la définition des cours Oasis. Voilà. Ouais, pareil pour l'entrée, hein. Donc, on avait un paysagiste qui Intégré s'occupait directement de dans la tout ce maîtrise qui d'œuvre. est. Voilà, c'est intégré. Pour la Les partie. fiches PDF seront bien transmises ainsi que la présentation, donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a une autre question de Émeric Lefebvre. On voit dans ces projets que les chantiers se sont déroulés sur plusieurs mandats, études, travaux. Est-ce que C'est les ça. maires étaient les mêmes ou est-ce qu'il y a eu un changement en cours de route? Bonne question. Alors, pour Grabel, pas de changement de maire puisque c'est son troisième mandat. Et c'est vrai qu'on a démarré la réflexion en 2018. Bon, il y a eu le Covid aussi qui est passé par là. C'est vrai qu'on a perdu une année. Et puis, c'était aussi une volonté de prendre le temps pour bien définir les choses. Donc, l'élaboration du programme avec la phase accompagnée par l'ALEC, puis par le programmiste, c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup attardé avant de démarrer l'opération. Donc ça explique aussi pourquoi finalement c'est une histoire qui s'étale sur 4, voire 4 ans. Mais le même maire, en tout cas. Oui, et c'est exactement pareil pour l'entrée. Donc, même maire, les études avec un AMO en amont, pour le précédent mandat, et puis les travaux avec un an de Covid, de décalage à cause du Covid. C'est même contexte. Merci pour les réponses. Il y a d'autres questions dans le chat. Peut-être que ceux qui posent des questions, vous pouvez activer votre micro, votre caméra et poser directement la question. Ce sera peut-être plus convivial.
Il y avait une question de Mamadou Mété. Est-ce que vous voulez prendre la parole directement pour poser la question de vive voix? N'hésitez pas. Oui, bonjour. Donc, Mamadou Meïté, je suis chef de projet au sein de la commune de Montigny-les-Cormeilles dans le Val d'Oise, donc en Île-de-France. Donc, actuellement, je suis en train de piloter une opération de réhabilitation thermique d'une école en site inoccupé, donc les travaux chaque période de vacances. Et moi, ma question, effectivement, est la suivante, c'est comment s'est déroulée justement l'interaction, la participation avec les parents, les utilisateurs, les enfants, parce que moi, pour le coup, effectivement, c'est vraiment en vase clos. Je travaille uniquement, enfin, j'échange uniquement avec les élus, j'ai aucun échange avec les enseignants ou les élèves. Du coup, je voulais savoir si pour vous, ça a été un gros avantage ou au final, vous feriez autrement. Merci. Alors, je peux apporter quelques éléments. Moi, dans ma présentation, j'ai parlé de l'aspect participatif et c'est vrai que les parents étaient impliqués dès le départ dans les ateliers de définition du pré-programme, on va dire. Et non, on regrette vraiment pas de les avoir associés dès le démarrage parce que c'est précieux, évidemment, d'avoir leur soutien durant la phase suivante qui est les travaux. On les a également associés en leur présentant des vidéos sur les cours Oasis pour les préparer un petit peu à ce à quoi allaient ressembler les cours après travaux pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Donc là aussi, on a pris le temps avec eux. J'ai parlé rapidement du concours des enfants, un concours de dessin. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de prendre ce temps-là sur cette phase d'élaboration du programme en impliquant vraiment tout le monde. On a aussi ce qu'on appelle ici un conseil périscolaire, donc 2 ou 3 fois par an, on réunit les délégués parents avec les élus, les agents municipaux et les directions d'école, et on traite de tout ce qui est non scolaire, donc tout ce qui est périscolaire, et la préparation de l'opération en faisait partie. Donc on a eu tous ces temps-là pendant 1 an et demi avant le lancement de la consultation, avant les études, pour bien définir le projet. Donc c'est vraiment essentiel, hein, selon moi. Bon, à l'Emprès, c'est pareil, on a fait des ateliers participatifs, enfants, parents, une partie avec les parents pendant le Covid en vidéo, mais ça s'est très très bien passé et on a eu de très bons retours et avec les corps enseignants aussi et avec des visites de chantier quand c'était possible, quoi. Que l'espace soit bien approprié et Ok. c'est Donc toujours été positif, quoi. plutôt des Et retours riche. positifs. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, on entend souvent, nous, un peu des craintes d'ouvrir la boîte de Pandore de la concertation, parce qu'on a peut-être peur qu'il y ait des retours négatifs ou alors des demandes qui soient pas faisables. Nous, ce qu'on voit sur les projets, c'est qu'en général, quand on explique bien les contraintes, les objectifs, ceux qui sont utilisateurs les comprennent bien, les intègrent, et puis ça permet aussi des fois de désamorcer peut-être des difficultés après, parce que du coup, les contraintes et les objectifs sont partagés. Donc, la concertation et l'aspect participatif ont plutôt tendance à faciliter certaines difficultés lors du projet. Je- Enfin, pour l'Emprès, c'est indispensable. Il faut avoir la cohésion et l'accord de tout le monde, quoi. Ou de la majorité. J'ai lancé un petit sondage pour savoir de quelle taille de collectivité vous venez, donc si c'est plutôt des petites collectivités ou des départements régions. Il n'y a pas de département et région pour l'instant pour répondre à la réponse d'une des questions. Il y a d'autres questions peut-être dans le chat. Il y a une question de Patrick Decarné. Est-ce que vous voulez poser Oui, la question? bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je me permets d'appeler et surtout d'interpeller Eric, justement, puisque dans le cadre de la réflexion sur les économies d'énergie, euh, vous atteignez effectivement, vous souhaitez atteindre pratiquement 60% d'économies. Je vois il y a un chauffage au gaz. Est-ce que vous avez réfléchi à combien de types de radiateurs et est-ce que une gestion centralisée des têtes thermostatiques a été imaginée?
Alors oui, dans le projet, on n'est pas parti sur une énergie renouvelable, a été conservé effectivement le chauffage au gaz, hein. Ça a été un des choix qui a été fait en amont. C'est sur la gestion du chauffage au niveau centralisé, j'avoue, j'ai pas tous les détails. C'était pas moi l'initiateur du projet en amont, mais Moi, mais je peux aider un petit peu. ouais, Tous les corps de chauffe, c'est des robinets thermostatiques classiques. Par contre, on a des lois d'eau le chauffage. Donc, en inoccupé et occupé en fonction de l'extérieur. D'accord. Mais donc, en fait, finalement, l'émetteur en lui-même n'a pas de gestion. Donc, Non. n'importe qui, puisque c'est des têtes thermostatiques manuelles, n'importe qui peut ouvrir et fermer. Alors, on a mis des brides pour éviter qu'on les retrouve à fond ou fermés, quoi. D'accord. Ils sont, comment ça s'appelle, il y a une aiguille de verrouillage. D'accord. Par contre, il y a à l'heure actuelle, dans les décrets tertiaires, on est en train d'imaginer des sous-comptages en fait finalement de consommation dans les systèmes hydrauliques. Et avez-vous imaginé effectivement de pouvoir faire du sous-comptage pour avoir un contrôle parfait de la consommation? Alors, on a du comptage hydraulique sur les deux circuits, le circuit classe et le circuit arrière et le circuit avant, quoi. D'accord. Donc, Donc, oui, donc on vous, s'est identifié, quoi. vous identifiez une consommation effectivement globale et non pas classe par classe. C'est pas non, c'est tout le circuit classe et tout le circuit D'accord, des autres salles, quoi. Donc, d'accord, c'est nord-est et puis sud-ouest, quoi. d'accord. Voilà, c'était Ouais. avoir votre. Alors maintenant, ouais. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la partie qui est importante, c'est la prise en main. Donc là, on travaille avec Top Mainteneur pour voir, pour faire un stop installateur, et puis une prise en main. Et s'il y a des choses à compléter, on le fera prochainement, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la gestion, en fait, finalement, d'un chauffage dans une organisation telle qu'une école ou dans une mairie, elle passe par, en fait, une volonté d'associer, en fait, tous les radiateurs à des agendas pour son fonctionnement. Parce que il n'y a pas, il n'y a pas d'économie d'énergie, en fait, vraiment réelle si on n'arrive pas à déterminer la consommation radiateur par radiateur. Là, ça, on est bien d'accord. Et puis, à 1 degré, c'est que c'est Ah, 7%, hein. on est tout à fait d'accord, monsieur. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est les grandes questions qui se posent, c'est la notion de sous-comptage et de pouvoir déterminer quelle est la consommation d'un seul radiateur par rapport, en fait, à des températures, par rapport à des températures extérieures. Enfin, bon, tout ce qu'il faut pour pouvoir déterminer cette consommation. Et si c'est le sujet le plus important, effectivement, pour votre école, c'est ce que j'ai entendu. Je crois que c'est une. Ça- on ne peut faire que de la gestion de chauffage hydraulique qu'avec des automates. Ah, mais ça, on a un système centralisé, hein, Oui, mais c'est sur la chaudière. ouais, et la production. Oui, c'est sur la production, on va dire. Oui, sur Et la sur les. production, mais la production, en fait, finalement, une chaudière, m'en veuillez pas, simplement, c'est un sujet Non, mais j'entends. que nous connaissons bien. C'est vrai que la chaudière, une production de chaleur, et les émetteurs, c'est ceux qui donnent le chauffage. On Et est bien d'accord. c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors là, nous à Longpré, donc on a un pilotage progressif de la chaudière. Ouais, mais C'est que c'est pas une température fixe. oui, oui, oui. Et puis après, on a les départs régulés. Alors, le fait que
le bâti est très très isolé, Oui, oui. on s'aperçoit que il faut pas grand-chose pour chauffer, quoi. Mm. Et Merci on pour la Bon, a, bah, question. C'est honnêtement merci. une très bonne question. Merci. Merci beaucoup. Ça pose la question de tout ce qui est automatisation, gestion pilotée, GTB, GTC, mais il y a aussi un décret qui arrive, un peu comme le décret tertiaire, qui s'appelle le décret BAX, qui va imposer pour les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés d'avoir justement des systèmes pilotés pour les systèmes énergétiques. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Je pense qu'on finira, nous, par faire un webinaire pour voilà, traiter vraiment ce sujet complètement. Et il y a des solutions techniques qui sont développées par des industriels pour pouvoir justement apporter des réponses de pilotage. Et c'est vrai que sur certaines écoles, on voit qui sont pas forcément rénovées, qu'elles sont chauffées le soir, chauffées le week-end, parfois chauffées pendant les vacances, parce qu'on a peur que le système ne redémarre pas à la fin des vacances. Donc il y a des grosses optimisations à avoir uniquement sur le pilotage. Donc un vrai sujet. Merci pour cette question. Alors, Euh, juste par rapport au décret Bax, excusez-moi, c'est vrai que c'est plus de 1000 mètres carrés, mais avec une obligation, en fait, finalement, de répartir ces consommations, c'est-à-dire le calcul de ces consommations par des surfaces maximum de 500 mètres carrés et par activité. Merci pour les précisions. Du coup, on va peut-être prendre une dernière question et après on conclura parce qu'on est déjà en train de dépasser un petit peu le temps prévu. Il y a plusieurs questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui lève la main, Alexis Corion. Allez-y, posez votre question. Oui, bonjour. Excusez-moi, ouais, j'avais posé une question dans le chat. Moi, je suis chargé de mission de sobriété, efficacité énergétique. Je travaille pour la communauté d'agglomération du Pays Basque. Et nous, on a un cas un peu spécifique. Alors, j'imagine peut-être que la Corse, la Bretagne et d'autres régions ont ça aussi. En fait, on a des écoles associatives qui sont sous contrat à l'éducation nationale. Et ces écoles, en fait, elles servent à suivre le programme de l'éducation nationale, mais en basque, pour faire très simple. Je voulais D'accord. savoir, en fait, si le programme EduRénov pouvait financer des bâtiments communaux qui hébergeaient ce type d'activité. Alors, comme c'est associatif, j'ai peur de dire une bêtise. En fait, nous, on peut accompagner tous les bâtiments, tous les publics. Si c'est privé, on ne peut pas. Là, c'est un statut associatif, donc je pense qu'il faut regarder ça d'un peu plus près. Je suis désolé, je ne suis pas sûr. Donc, je vais me renseigner, puis je vous répondrai. Mais logiquement, c'est uniquement les bâtiments publics. Ok, bon, parfait. Voilà. Je vais présenter quelques diapos un peu pour conclure. Et parce que sinon, je pense qu'on aura des questions pendant encore 1 heure. Juste pour vous dire que du coup, Edureno, nous, on a donc développé plusieurs ressources pour vous donner de l'information. Donc, on a des guides, on fait des événements, des webinaires, mais aussi des événements en présentiel 1 fois par an pour vous donner un peu d'informations. On peut financer des études amont pour vous aider à structurer votre projet. Donc, si vous êtes plutôt au début de votre réflexion, vous avez besoin d'une étude d'audit énergétique, d'étude de faisabilité, d'aide pour y voir plus clair sur le financement ou sur la partie fonctionnelle. On peut vous financer une étude si vous êtes dans le programme EduRénov pour essayer de vous débloquer un peu une situation. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Voilà, on a plusieurs exemples d'accompagnement de collectivités qu'on a eu. Donc, on a financé des études et où ça a permis de débloquer une situation. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, on n'a pas forcément le temps. Juste pour information, en ce moment, on a 2 appels à projets qui sont ouverts. Un pour encourager la maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc, si jamais vous voulez déléguer votre maîtrise d'ouvrage à une EPL, par exemple, on peut vous financer 20 000 euros pour vous aider dans ce cadre-là. Et si vous voulez faire de la rénovation hors site, donc en délocalisant une partie de la rénovation hors site, comme ça a été réalisé avec les caissons de paille, on peut aussi vous accompagner en fournissant une ingénierie, une étude assez poussée pour vous regarder la faisabilité et l'intérêt technico-économique de cette réalisation. On a un WhatsApp, une communauté sur WhatsApp pour échanger directement, se poser des questions, se partager des bonnes informations. Si vous voulez échanger, avoir des informations un peu plus régulièrement sur EduRénov et échanger aussi entre porteurs de projets, vous pouvez rejoindre cette communauté et voilà, avoir plus d'échanges sur les difficultés, les questions que vous vous posez. Et si vous n'êtes pas encore dans EduRénov, si vous êtes venu parce que vous avez entendu parler de ça sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez rejoindre EduRénov en cliquant sur
le lien là, qui est un questionnaire sur démarche simplifiée. Il y en a pour 10 minutes pour rejoindre le programme. C'est gratuit, c'est pas engageant et on peut vous accompagner pour vous aider dans votre projet de rénovation de bâtiments scolaires. Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore des questions dans le chat, je suis désolé, on va pas pouvoir les prendre, mais je mettrai des liens dans le mail post-webinaire pour essayer d'apporter le maximum de réponses. Je voulais juste encore remercier nos 3 intervenants, Pierre, Yann, Eric. Merci beaucoup et félicitations pour la réalisation de vos projets. Ça donne franchement envie de faire des projets aussi engagés. Merci beaucoup. Si. Merci. Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir.